Depuis l'aube des temps, Surface et Labyrinthe se mènent une guerre des plus tragiques. Éventuellement, le monde de la Surface s'en sortit vainqueur. Les 10 000 maîtres du labyrinthe ont ainsi libéré leurs prisonniers de guerre une fois leur défaite actée. Parmi eux, des nourrissons avaient vu le jour dans l'obscurité des murs des profondeurs. Et comme le veut la tragédie de la guerre, leur mère n'était pas comptée parmi les rescapés. Ils ont ainsi été nourris au lait des monstres. Ces enfants jouissaient d'un pouvoir unique. Ils étaient simplement bien trop forts pour être considérés comme des humains normaux. Deux hommes avaient vu sortir un jeune garçon sortir des profondeurs. Il semblerait qu'il soit né là-dedans. Son collègue lui dit qu'il est possible qu'il vienne de niveaux plus profonds, d'où le fait que ça lui ait pris plus longtemps de remonter. Alors qu'il met une veste sur les épaules du garçon, son acolyte lui dit qu'il n'a pas l'air de savoir contrôler ses pouvoirs. Ces enfants sont connus sous le nom de rejetons du donjon. Qu'il se concentre sur lui un peu. Et pourquoi ils sont là pour filmer le deuxième étage du labyrinthe? Ça fait des années qu'ils l'ont trouvé et exploré. Y a plus rien d'intéressant à filmer. Mais de toute façon, les rejetons ne sont-ils pas connus uniquement à cause des médias? La fille répond au jeune mineur que ça n'est absolument pas le cas. C'est une vraie chance pour eux de devenir millionnaires. Ils sont les premiers. Et en quoi seraient-ils les premiers? Elle a mené sa petite enquête. Sait-il que les bébés du donjon sont obsédés par ce dernier? Eh bien... apparemment, ce rejeton est le seul qui refuse de s'approcher du labyrinthe. C'est également pour cette raison qu'il est le seul dont le niveau n'a pas été révélé. Le jeune garçon lui demande en murmurant s'il ne serait pas simplement faible. Elle a engagé des gardes au cas où, mais bon, qui sait? Il devrait prendre ça beaucoup plus au sérieux. Mais enfin bon, ils n'ont qu'à y aller. Les deux jeunes de la Surface sont surpris. Ça ne fait même pas 10 minutes. Le rejeton leur explique que c'est dangereux ici. Ils doivent à minima atteindre l'entrée du deuxième étage avant de faire une pause. Et puis il va leur répéter une dernière fois, mais qu'ils disent aux gardes d'éviter d'utiliser leur arme à feu ici. Et ce, quand bien même ils rencontreraient des bêtes. Ils doivent éviter les conflits à tout prix. L'un de ces gardes lui confie qu'il s'inquiète beaucoup trop. Qu'il soit né au donjon, qu'il soit une divinité omnisciente, ça leur en touche une sans bouger l'autre. Tout ce qu'il a à faire, c'est de les guider correctement. Eux se chargeront de protéger leurs clients. Ils comprennent rien à rien. Depuis qu'il parle, quelqu'un a déjà été trucidé en ces lieux. Geyser n'est pas un endroit reposant. Un jeune garçon, terrorisé, demande au groupe ce qu'est cette chose. Le rejeton lui répond que c'est une simple bête souterraine que l'on voit souvent au premier étage de Geyser. Elle est déjà blessée. Il vaudrait mieux qu'ils partent avant que l'odeur du sang ne colle à leurs vêtements. Les soldats n'ayant que faire des mises en garde de notre héros, ces derniers hurlent à tout le monde qu'il compte bien leur montrer qu'ils ne sont pas payés à être des pleutres. Le rejeton leur hurle de ne pas tirer. Feu! Armés de leur arme d'assaut, tous étaient prêts à faire feu sur la créature. Mais le rugissement de cette dernière fit entrer les soldats dans un état second. En un maigre instant, la créature s'était retrouvée raide morte au sol. Les soldats n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il venait de se passer. Éventuellement sereins, ils étaient persuadés que dès qu'ils tirent sur quelque chose qui bouge, ils seraient automatiquement vainqueurs. L'un d'eux leur dit qu'il était initialement nerveux. Il avait entendu dire que les gens périssaient en ces lieux. Mais au fond, ces créatures sont comme des animaux ordinaires. Le poing serré, leur guide leur dit d'emballer toutes leurs affaires et... Non, qu'ils jettent tout ce dont ils n'ont pas besoin et qu'ils rentrent. L'un des soldats lui demande de quoi il parle. La situation est réglée. Il s'est pissé dessus ou bien? Un terrifiant cri résonna et fit trembler les murs de la cave. La sérénité ambiante dissipée, l'un des soldats demande, la voix hésitante, quel est ce bruit? Le rejeton lui répond qu'il s'agit d'un prédateur qui a entendu les coups de feu. Il est encore loin, donc s'il court vers la sortie sans tarder, ils vont se battre. Les soldats, fiers de leur première victoire, sont confiants qu'ils pourront très certainement le tuer s'ils arrivent à verrouiller leur cible dans un étroit corridor. Oui, c'est pas faux. La dernière créature est tombée après quelques tirs seulement. Et puis qu'ils n'oublient pas, celui qu'ils viennent d'abattre vaut près d'1 millier d'euros. S'ils arrivent à en abattre 2 chacun, ça fera 10 000 balles à se répartir entre eux tous. Se tapant son meilleur facepalm, le guide du groupe était désespéré par leur idiotie. Constatant qu'il ne pourra en rien les raisonner, il devait se résoudre. Qu'ils fassent comme ils veulent. Eux resteront en retrait puisqu'ils n'ont pas d'armes. Si l'un des soldats est ravi de voir qu'il a enfin compris qu'il n'a pas affaire à n'importe qui, l'un des 3 autres hommes armés lui dit que sans chasse aux monstres, pas de paye pour eux. Alors qu'ils ne cherchent pas à quémander une partie de ce qu'ils ont dûment mérité, notre héros ordonne dans un froid implacable aux autres de le suivre. La fille l'interrompt et lui dit, terrorisée, qu'elle doit filmer. Qu'ils le suivent. Les deux groupes se séparent. Et du côté des soldats, l'un d'eux propose qu'au lieu d'attendre, ils peuvent faire une ronde pour trouver la créature qui érode. De l'autre côté, l'on peinait à suivre notre héros. Le petit groupe lui demande de s'arrêter un instant. La jeune reporter, en prenant son souffle, lui demande où est-ce qu'ils vont. Il est en train de foutre en l'air son tournage. Mais le rejeton lui répond que l'heure n'est plus au tournage. Ils s'en vont. Comment ça? Ce n'est pas ce qu'il a dit plus tôt. Et puis, les gardes. Attends. Serait-il possible qu'il refuse de s'approcher du donjon parce qu'en plus d'être une ordure, c'est un lâche?
marche. La reporter dit à son collègue qu'ils vont y retourner. Celui-ci, peu confiant, lui demande pourquoi. Comment ça, pourquoi? Ils doivent les filmer en train de se battre. Ils ont dépensé une quantité colossale de fric pour rentrer ici. S'ils partent maintenant, ils vont être ruines. Deux monstrueux gris s'échappaient des tréfonds du donjon. La terreur s'était emparée du petit groupe avant que... ce ne soit ces cris qui se fassent entendre. Cette fois, les velléités de retourner au plus profond du donjon s'étaient volatilisées pour de bon. Notre héros dit à tout le monde de se calmer. Ils doivent quitter les lieux. Il ne faut surtout pas que les créatures remarquent que le groupe est divisé. La jeune reporter lui demande ce qu'il se passe. C'est simple. Les prédateurs voisins ont entendu les coups de feu tout à l'heure. La jeune femme lui demande s'il compte laisser mourir les gardes. Mais le guide répond deux choses. Primo, c'est trop tard pour eux. Deuxio, ils n'auraient jamais été en mesure de les convaincre de quitter les lieux. Et puis, si eux étaient restés plus longtemps, l'odeur du sang se serait pris de leurs vêtements. Ils auraient fatalement subi le même sort que les gardes. Mais soudain, la caméra fit un mouvement étrange, avant de s'abaisser brusquement. Des gouttes de sang avaient dépeint les beiges chaussures du caméraman. Des griffes se faisaient visibles avant que la caméra ne se tourne brusquement et dévoila une vision des plus immondes. La gueule grande ouverte, c'est le bruit des os qui craquent qui résonnèrent avec la chute de l'appareil vidéo. Terrorisés, les larmes aux yeux, le caméraman leur hurle de se sauver. Il venait de rendre son dernier soupir sous l'insurmontable force de la mâchoire du monstre. Si la journaliste hurle d'horreur, notre héros se demande ce que peut bien faire un singe-loup au premier étage. Pire que ça, c'est toute une horde qui s'est déjà chargée des trois autres membres de leur groupe. C'est impossible. Ils savaient où ils étaient depuis le début, alors qu'ils peinaient à se ressaisir. L'attention de notre héros fut prise par l'assaut d'un singe-loup vers la journaliste. Son sang n'a fait qu'un tour avant de bouillir. Il se jeta sur la bête avant qu'il n'attrape un couteau du sac de la reporter. L'arme blanche saisie. Détection de faiblesse. Enchaînant de sublimes mouvements, la créature venait d'être lacérée de toutes parts. Son premier massacre fini, ses yeux s'étaient posés sur le reste de l'enfer. L'un des singes s'apprêtait à écraser la reporter. Jetant le couteau de toutes ses forces, il ne prit pas son reste pour s'élancer à son tour. Attrapant la jeune fille, il lui dit qu'il va courir au rythme qu'elle attend d'un rejeton du donjon. Il lui dit qu'elle risque d'avoir quelques côtes brisées, mais il va falloir qu'elle fasse avec si elle veut s'en sortir vivante. À peine avait-il commencé son sprint que le singe blessé tenta d'écraser ce qui avait osé défier son autorité. La soif de sang de ces monstres était loin d'être étanchée. Leur cri de colère se faisait plus terrifiant encore. Une fois en sécurité, notre héros reposa la jeune fille. Si celle-ci reste silencieuse, il lui dit qu'il semble qu'ils ont bel et bien réussi à s'échapper. Il continue et lui dit que cette course a dû lui faire mal, mais elle a bien tenu. Cela dit, il pourrait toujours être à leur poursuite. Il vaudrait mieux que de se dépêche. Rompant son silence, elle lui demande pourquoi il a laissé les autres mourir. Le visage en larmes, elle lui dit qu'il est assez fort pour se battre avec un couteau émoussé. Alors pourquoi? Il semble qu'elle ne comprenne pas quelque chose. Il a été engagé comme guide, pas comme garde. Y avait-il la moindre chose dans le contrat qui l'oblige à se battre? Mais la jeune fille lui dit qu'il y a des gens qui sont morts. Et à quoi s'attendait-il avant de pénétrer au cœur de Geyser? Elle est celle qui a embauché une bande d'abrutis arrogants, lesquels n'étaient jamais descendus auparavant. Ils ont fait tout ce qu'il a dit de ne pas faire. Alors pourquoi devrait-il prendre des risques inconsidérés pour eux? Si tous l'avaient écouté, et ce depuis le début, ils auraient grandement diminué les dommages. Non, à vrai dire, il ne serait même pas tombé sur ces bêtes. Maintenant, va-t-elle oser le contredire? Toujours en larmes, elle lui demande pourquoi il l'a sauvée elle. Et qui va le payer si elle meurt? Son travail n'est pas terminé, et elle va le payer. Il la gardera vivante jusqu'au... Des flammes avaient surpris notre héros dans son petit discours. Les deux faisaient face à l'emblème d'un labyrinthe. Le rejeton constate qu'ils ne sont guère en bonne posture, et lâche à haute voix qu'il a couru sans réfléchir. Et voilà qu'ils ont fini dans un labyrinthe. Ils doivent en sortir au plus vite. Mais à peine ces mots prononcés que le sol s'effondra sous leurs pieds. C'est une chute de plusieurs dizaines de mètres qu'ils entamèrent dans des cris d'horreur. C'est après un certain temps que notre héros reprenait doucement conscience, avant de se rappeler l'incident. Se levant en sursaut, il sentit une puissante douleur le lancer dans le bras gauche. À sa plus grande surprise, celui-ci est brisé. Relevant les yeux en direction du trou duquel il a chuté, il concède que cela aurait pu être bien pire. Quant à la reporter, il ne croit pas qu'elle ait pu survivre à une telle chute. Ça l'emmerde bien. Il semble qu'il sera pas payé. Et en plus de ça, il est foutu. Il est tombé en plein centre du labyrinthe. Se dirigeant vers l'hôtel, il se demande quel est cet endroit. Il n'y a aucun signe d'activité. Serait-ce possible qu'il s'agisse là d'un labyrinthe abandonné? Un étrange sifflement avait surpris notre héros dans ses pensées. Les yeux du serpent de l'emblème du labyrinthe s'étaient illuminés. Ceux-ci regardaient d'une lumière perçante celui qui s'était aventuré ici-bas. Et subitement, il s'entoura de notre héros avant d'ouvrir sa gueule en sa direction et de le mordre à la main. Sous l'effet de la morsure, sa peau tourna au vert. Mais il hurla guère de douleur.
18 230 libérateurs de serpents. Ces conneries! Ils refusent de mourir ici! Vous qui hériterez de ce sinistre sous-sol. Non! Pas maintenant! Se réveillant une nouvelle fois en sursaut, notre héros était au beau milieu du donjon. Il est vivant! Pourtant, il a bien vu le venin se répandre, et son bras cassé, il a miraculeusement guéri. Non, ce n'est pas que son bras, son corps entier a guéri. Et puis, cet endroit, ça ressemble au domaine proche de l'entrée du premier étage. Balayant les lieux du regard, il posa ses yeux sur Yonjo, la reporter qu'il a engagée comme guide. La prenant dans ses bras, il constate qu'elle respire encore, mais elle est grièvement blessée. Et pour ne rien arranger aux choses, il ne dispose guère de quoi lui prodiguer les premiers soins. Et il n'y a personne à la ronde. Par contre, il ne croit pas avoir été aidé par quelqu'un. Mais alors qu'il essayait de faire sens de cette situation, Yonjo se mit à cracher du sang. Au fond, notre héros sait très bien que ce n'est pas le moment de penser à tout ça. S'il continue de perdre du temps, elle pourrait mourir d'un instant à l'autre. Il ne sait pas si elle l'entend, mais lui dit tout de même de tenir bon. Ils sont presque à la surface! Une fois rentré chez lui, il entend la télévision tourner en continu. Les infos évoquent qu'aux alentours de 9h ce matin, une équipe d'expédition a eu un accident dans le donjon. Sur les 9 personnes qui composaient le groupe d'expédition, l'on ne compte que 2 rescapés. Il est probable qu'ils aient fait face à l'embuscade d'un monstre. La journaliste Mademoiselle Jang a été secourue par le rejeton Monsieur Kim. Celui-ci est sidéré de ce qu'il entend. Ça ne fait que 2 heures qu'ils sont sortis et pourtant les journaux ont déjà eu vent de leur mésaventure. Au moins la vidéo du caméraman montre que ce sont les gardes qui ne l'ont pas écouté. Par contre, sans la caméra, il aurait été mal. Quoi qu'il en soit, il a laissé la première partie du paiement dans la chambre de Yunji. Il va lui donner le reste rapidement. Une jeune fille interpella son grand frère. Celui-ci est surpris de la voir à la maison, mais il ne peut finir sa phrase face au regard triste de sa petite sœur. Il lui demande ce qu'il ne va pas. Pourquoi a-t-elle pleuré? Mais celle-ci ne répond pas et tient l'enveloppe en silence. Il se doute bien qu'elle a dû voir l'argent. C'est beaucoup pour elle, alors c'est tout logique, elle pleure de joie. Notre héros, Kim, lui rajoute la deuxième enveloppe, qu'elle utilise ça pour son mariage, mais qu'elle ne lui demande pas comment il l'a obtenu. Il a simplement fait son travail. Mais un homme surgit de derrière, et alors que la jeune fille se remet à pleurer, il demande à Kim qu'est-ce que tout cela signifie. Le sourire aux lèvres, celui-ci est surpris de voir son père. Il ne savait pas qu'aujourd'hui était son jour de congé. Mais quel enfant mal élevé. Il a entendu dire qu'il était parti obtenir de l'argent en risquant sa vie. Il a dû quitter le travail et revenir à la maison en urgence. Il hurle à sa fille Yunji de le lui rendre, qu'elle rende l'argent à son frère. Mais celui-ci ne comprend pas la réaction de son père, lequel lui demande froidement s'il voit réellement ses parents comme de tels incapables qu'il doit risquer sa vie pour permettre à sa sœur de se marier. Sa vie? Il n'a pas la moindre idée de quoi il parle. Ce n'est pas comme si le magasin d'à côté était un champ de bataille. Il a obtenu cet argent en travaillant là-bas régulièrement et à la régulière. Assez! Il sait pertinemment qu'ils n'ont aucun lien de sang, mais il le sous-estime bien trop. Pensait-il réellement qu'il ne le remarquerait pas? Kim s'excuse platement. Yunji tend les 2 enveloppes à son frère et lui dit de les prendre. Celui-ci les attrape à reculons, avant que sa sœur ne se retourne en silence et prenne la direction de sa chambre. Le père adoptif de notre héros sait très bien qu'élever un enfant est le plus dur des travails. Kim l'interrompt et lui dit que s'il lui a donné cet argent, c'est parce qu'il en avait envie. Lui n'en a aucune utilité de toute façon. Alors pourquoi ne l'utiliserait-il pas pour son mariage? Simplement parce que si elle avait su que cet argent avait été obtenu parce qu'il a risqué sa vie, elle ne l'aurait jamais accepté. Qu'il n'oublie pas qu'il fait aussi partie de la famille, alors qu'il ne les inquiète pas comme ça. Avant qu'il ne laisse son fils seul, il ponctue en lui disant d'aller se reposer. Mais surtout, qu'il ne les inquiète plus jamais en faisant ce qu'il a fait. Après l'émergence des bébés du donjon, le gouvernement mit en place une importante bourse pour les familles qui en adopteraient. Cependant, il y eut pléthore de graves problèmes où les familles adoptèrent avec seul l'argent comme motivation et abusaient de leurs enfants. Ultimement, ces affaires se concluaient par un drame, avec le plus souvent la mort des parents adoptifs. Par rapport à ça, il peut s'estimer heureux et chanceux qu'il ait pu rencontrer une vraie famille. Cependant, ils ont une certaine quantité de problèmes d'ordre financier à cause du mariage de sa sœur Yunji. Cela dit, il y a quelque chose qui le titille depuis son retour du donjon. Il y a cet étrange tatouage dont il ne connaît guère l'origine. De plus, pour des raisons qu'il ignore, il peut activer quelque chose via ce dernier. Une étrange fenêtre venait d'apparaître devant lui. Le labyrinthe des Nagas. Une certaine quantité d'informations apparaît aussi devant Kim. Labyrinthe de rang 1. Taux de synchronisation de 16,1%. Durabilité 41 sur 1090. Équipement, chambre du propriétaire, rang 1. Portail, en attente, 1 sur 1. La dernière information est marquée comme non révélée. Enfin, il est écrit que le propriétaire en charge du labyrinthe n'est pas suffisamment qualifié et que le même propriétaire n'est pas en mesure d'activer les équipements du dit labyrinthe. Au fond, il en a pas grand chose à foutre de tout ce merdier. Cela dit, il se sentit bel et bien obligé de faire quelques recherches. Il a découvert 2-3 trucs sur internet. Premièrement, ce tableau vert ressemble beaucoup à ce que l'on peut voir dans des jeux vidéo. Également, le labyrinthe des Nagas fait probablement référence à l'endroit où il s'est fait mordre par le serpent. Tout logiquement, il se pourrait que ce labyrinthe abandonné l'ait choisi comme maître. Et puis, ce truc de portail dont parle cette espèce de
système est également un truc de jeu. Alors qu'il regardait curieux le système, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu à propos du portail. Une sorte de cercle rouge. Kim essaie d'appuyer sur ce dernier, mais alors que ses doigts traversent la fenêtre flottante, celle-ci se brise et fit s'effondrer sa réalité. Sans même s'en rendre compte, il était de retour au donjon de tout à l'heure. Quoique, les lieux semblent légèrement différents. En serait-ce une autre partie? La surprise ayant laissé place à la colère. Et il faisait face une nouvelle fois à cet enfoiré de serpent. Cela dit, il est si rapide qu'il arrive à peine à le suivre des yeux. Il doit y faire face de toute sa force, et ce, d'entrée de jeu. Vif comme l'éclair et puissant comme la foudre, il avait réussi à bloquer l'attaque du serpent à l'aide de son manteau. Il réussit à le bloquer à sa place sur l'emblème. Ce salopard, croyait-il réellement qu'il tomberait dans le même piège 2 fois? En tout cas, il sait pertinemment que ce n'est qu'une solution temporaire. Cette créature est suffisamment forte pour déchiqueter ses habits. Il va avoir besoin d'une arme pour se battre contre lui. Le libérateur des 18 230 serpents. Celui qui hérite des souterrains et qui s'assoit sur le trône des Nagas. Il est trop petit. Un être inférieur. Incapable de supporter le poids de la couronne. Mais il ne peut et n'est pas en condition de remonter le temps. Il abordera le destin comme le destin l'a voulu. Notre héros, toujours sur ses gardes, lui demande ce qu'est le trône des Nagas et de quoi il parle. Est-il le maître du labyrinthe? Nouveau glorieux roi des Nagas. Il lui souhaite solennellement une grande fortune et un bien bon courage. Notre héros lui hurle d'attendre. Mais alors qu'il appelle la créature, celle-ci ne daigne plus lui répondre. Toujours prêt à en découdre, qui me hurle de ne pas se jouer de lui. Il haït les labyrinthes plus que tout au monde. Il n'a jamais ne serait-ce que regardé le labyrinthe, et ce depuis des années. Il n'y est retourné qu'une seule fois pour les frais de mariage de sa sœur. Fait chier. Une série de choses plus ennuyantes les unes que les autres ne cessent d'arriver. Il aurait mieux fait d'écouter ses parents et d'éviter une bonne fois pour toutes le donjon. Mais alors qu'il prononçait ces mots, une créature rôdait dans l'obscurité. Kim n'est pas dupe et a bien senti quelque chose se mouvoir dans l'ombre. Mais soudain, il entend une voix appeler son grand frère. Yeonji lui demande s'il est dans sa chambre et s'il pourrait parler un peu. Celui-ci lui crie d'attendre un instant, il est en train de se changer. L'espace brisé. Kim ne comprend rien à ce qu'il voit. Est-ce là le portail d'où il vient? Yeonji, n'ayant pas entendu son grand frère, lui dit qu'elle entre. Mais celui-ci lui hurle d'attendre. Oh, et puis merde! Ayant fait un bond à travers le portail, Kim avait senti comme si son corps se brisait. Et pourtant, il n'a rien du tout. À l'entrée de la porte, il voit sa sœur, quelque peu surprise. Elle lui demande quel était ce bruit bizarre. Et puis pourquoi est-ce qu'il transpire autant? Et il ne s'est même pas changé. Oui, eh bien, comment dire? Il m'énerve les adécaries puants comme ça. Oh lâche ta main durée, tu pues ta grand-mère. Yeonji récupère son sourire et lui demande s'il s'est mis à jouer. En tout cas, elle ne s'attendait pas à ce que son grand frère, bien coincé, s'intéresse enfin à quelque chose de son âge. Qu'est-ce qu'elle entend par coincé? Eh bien, il a aucun loisir. Et enfant, il passait des heures entières pensif dans sa chambre. Alors c'est comme ça qu'elle le voit. Enfin, elle a pas complètement tort. Après être sorti du labyrinthe, il a passé des jours, des semaines, des mois, des années entières à ne pas arrêter de penser à cet endroit. La paix à laquelle il n'était pas habitué lui était initialement plus qu'inconfortable. La raison pour laquelle les rejetons comme lui sont attirés par le labyrinthe est probablement le résultat de cette sensation. Quoi qu'il en soit, Kim lui demande ce qu'il y a. Ah, eh bien... Yeonji avait repris un air sombre. Elle s'incline devant son frère et lui dit qu'elle est désolée. Elle n'avait pas la moindre idée qu'il y était retourné pour elle. Elle est sincèrement désolée. Ah, il se demandait ce qu'il y avait. Qu'elle ne s'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, qu'elle prenne... qu'elle attende un instant. Il revient tout de suite, fermant la porte sur sa sœur partant en larmes. Il se rappelle qu'il a laissé sa veste dans le labyrinthe. Et dans la veste, il y a... Kim s'amuse face à la vision qui se dressait à lui à travers le portail. Une créature s'était saisie des 2 enveloppes. Notre héros restait immobile face à une telle situation. Il doit récupérer l'argent. Sa sœur l'interpelle, mais notre héros lui dit qu'il va bien. Elle n'a pas à s'inquiéter. Il était tellement pris par le stream qu'il a déjà oublié tout ce qui s'est passé. Pour l'heure, il aimerait profiter un peu de sa première passion. Du moins, si cela ne la dérange pas. Surprise, elle lui dit que non, enfin, ça ne la dérange pas. Lui claquant la porte au nez, il la remercie. Yeonji n'en revenait pas. Elle ne l'a jamais vu aussi excité avant. Mais Kim s'excuse intérieurement d'avoir dû lui mentir. Il verrouille la porte de l'intérieur et prend la direction du portail. Une fois au cœur du labyrinthe, il se rua vers son manteau. Il semblerait que le monstre soit déjà parti. Fouillant l'habit et vidant poche après poche, il constate que rien n'a été volé. Évidemment, à la seule exception de l'argent pour le mariage de sa sœur. Le système du labyrinthe des Nagas s'alluma. Il lui signale que pendant son absence, un lutin a volé son argent. Afin de le retrouver, il va devoir finir la synchronisation et activer l'entrée du labyrinthe. Kim, surpris par le système, lit ce
qu'il lui demande. Mais il ne réagit pas de la manière escomptée. Il lui demande en hurlant ce que c'est que ces conneries. Pourquoi un lutin viendrait et volerait quelques bouts de papier sans valeur? Autant le labyrinthe que le système restaient silencieux. Jetant son manteau au sol, Kim en a plein le cul. S'asseyant sur le trône, il va falloir qu'il réfléchisse pour faire en sorte que tout son travail ne soit pas réduit à néant. C'est au même moment que l'une des orbes sur le trône se mit à s'allumer, et de multiples fenêtres apparurent devant notre héros. En plus du message de tout à l'heure, une carte du labyrinthe était affichée aux côtés des informations que le système lui avait déjà communiquées plus tôt dans sa chambre. Enfin, le système lui demande s'il doit effectuer la synchronisation avec le labyrinthe des Nagas. Kim fait le triste constat que tout cela n'a guère plus d'intérêt maintenant qu'avant. Reste à savoir pour cette histoire de synchronisation. Bon, puisqu'il n'a pas le choix, il va le faire. Il a besoin de trouver l'argent après tout. Sinon, il aurait déjà laissé tomber depuis un bon moment. Ah, c'est qu'un labyrinthe parmi tous ceux qui existent. Et peut-être que finalement, il est attiré par le labyrinthe comme tous les autres rejetons. Une fois son désir d'effectuer la synchronisation confirmé, celle-ci avait débuté et commença par la vérification des qualifications. Alors comme ça, il a juste besoin d'appuyer sur oui, qui avait pourtant marqué qu'une porte allait apparaître. Ah, il perd son temps à penser à ce genre de choses. Kim Jin-woo a bien été qualifié comme étant le roi des Nagas. Initialisation de la synchronisation. Une puissante lumière blanche s'était épris du trône. Le nid des 18 230 serpents. Le labyrinthe des Nagas a enregistré Kim Jin-woo comme étant son maître. Cette voix, il l'entend résonner dans sa tête. Réorganisation du labyrinthe en fonction des données de synchronisation du maître. Les dernières traces du sol disparaissaient sous les pieds de Kim avant que l'antre ne se rematérialise. Synchronisation complétée. Bon bah, c'est déjà mieux. C'est toujours trop sinistre et trop sombre, mais au moins ça ressemble à quelque chose. La fenêtre principale du système avait quelque peu changé. Si le labyrinthe est toujours de rang 1, il est désormais de taille 4x4 avec une durabilité de 201 sur 1090. Le portail est marqué comme activé avec des coordonnées. 0 sur 1 s'ensuit, ce qui signifie très certainement qu'il ne pourra placer plus d'un portail pour l'instant. La porte, elle est marquée à 100 sur 100. Et il y a toujours une inconnue parmi la liste des équipements. Enfin, les deux dernières lignes n'ont pas changé. Derrière le système, Kim décèle ce qui doit être l'entrée du labyrinthe. Se distinguant dans l'obscurité de celle-ci, le lutin était réapparu dans le champ de vision de notre héros, lequel en restait impassible. Il lui demande comment peut-il oser mettre un pied ici. Mais enfin, il suppose qu'une personne normale n'aurait pas remarqué. Il ne saurait même pas que quelque chose vient de passer devant lui. Comme il vient de le faire. Kim s'était saisi du gobelin par le cou, lequel il commença à étrangler. Face à ses cris de terreur, il lui écrase à la gueule d'un coup de poing de sorte à ce qu'il la ferme. Légèrement blessé, le gobelin était calmé. Notre héros insiste et lui dit qu'il ne pensait pas qu'il oserait revenir, qu'il lui rende son argent avant qu'il ne le bute. Le gobelin se débat dans l'incompréhension. Kim en déduit qu'il ne l'a pas. A-t-il seulement la moindre idée de l'importance de ces deux enveloppes? Le gobelin en était vert de peur. Mais lucide, il fouille dans son haillon et en sort une gemme à la lueur cramoisie. Kim lui dit qu'il ne veut pas de cette merde, qu'il lui donne son. Mais réalisant ce dont il s'agit, notre héros en perdit son latin. Il s'agit d'une véritable gemme. Les gemmes sont des joyaux spéciaux uniquement trouvables au cœur de Geyser. Elles peuvent être enterrées profondément dans le sol ou cachées dans des plantes rares qui poussent ici-bas. Cependant, elles sont presque impossibles à trouver et en général, pour les obtenir, il faut tuer de puissantes bêtes. De ce fait, les gemmes coûtent un prix absolument absurde. La moindre bouse d'un carat vaut à minima plusieurs milliers d'euros. Celle-ci fait à peu près la taille d'un pouce. Elle devrait valoir sensiblement quelques dizaines de milliers d'euros. Cela dit, alors que Kim était plongé dans ses réflexions, sa main n'avait pas lâché le coup du gobelin, lequel commençait sérieusement à étouffer. Il s'était mis à gesticuler une nouvelle fois en direction de son haillon, jusqu'à ce qu'il en sorte une deuxième gemme bleu azur. Kim n'en croyait pas ses yeux. Le gobelin, constatant que notre héros ne compte guère le lâcher, rassemble assez de force et alors qu'il balance les gemmes, il pousse un cri d'une violence infernale. Notre héros l'avait lâché et se rua pour attraper les deux gemmes. Malheureusement, il ne put en retenir qu'une. Il se retourna immédiatement vers le gobelin fuyard, lequel il avait laissé s'échapper. Mais au fond, ça lui importe que très peu. Il a obtenu 2 gemmes, ça lui suffit largement. Mais à peine eut-il le temps de se réjouir que la gemme bleu azur s'éleva comme par magie, avant de se désintégrer en libérant une lumière éblouissante. Notre héros n'avait pas la moindre idée de ce qu'il se passait, mais une fenêtre éclaira ses interrogations. Il a sacrifié une gemme de rang moyen. La durabilité du labyrinthe va être restaurée et une amélioration s'en suivra. Mais il n'a jamais sacrifié quoi que ce soit. S'étant jeté pour attraper la gemme azur, il ne restait rien de celle-ci. Le système lui indique désormais qu'il reste 24 heures avant la restauration de la durabilité, et 72 avant l'amélioration. Kim était véritablement dévasté. Il a perdu sa future voiture. 4 jours plus tard, le mariage de sa sœur avait bien pu avoir lieu. Il s'était déroulé à la perfection, merci notamment à la générosité de la belle famille. Kim a également pu vendre la gemme à un prix raisonnable, et ce, après moult négociations. Le prix était bien plus bas que ce qu'il attendait, mais c'était tout de même suffisant pour faire un
beau cadeau de mariage. Cela dit, ça serait un problème si son père venait à le remarquer. Il vaudrait mieux qu'il le donne directement à sa sœur. Après tout, il ne peut pas sortir 18 000 € de nulle part. En tout cas, Kim va avoir de nouvelles choses à se préoccuper puisque l'amélioration du labyrinthe sera complétée dans précisément 24 secondes. Mais celui-ci ne pouvait s'empêcher de ruminer en faisant le constat que si ça n'avait pas été à cause du labyrinthe, il aurait pu en tirer à minima 36 000 €. Mais bon, c'est pas dans son genre de ressasser le passé. Il n'a plus qu'à espérer que l'amélioration du labyrinthe en valait le coup. Ouverture de la porte. De vive voix, Kim retournait enfin en son domaine. Une série de fenêtres l'avait aussitôt sollicité. L'amélioration du labyrinthe est bien complète. Celui-ci est désormais passé au rang 2. Des équipements verrouillés ont ainsi été activés. De plus, et à cause de l'activation du labyrinthe, créatures et bêtes éloignées sentent désormais sa présence. Enfin, la défense du labyrinthe est très faible. Pour ce qui est de l'équipement qu'il a obtenu, il s'intitule Nid des Nagas. Il a été créé aux côtés de la chambre du propriétaire. Le Nid des Nagas. À sa droite, dans l'obscurité de la porte, une fumée envahissait les lieux. Remontant son origine, Kim est surpris de voir qu'il y a désormais une pièce là où il y avait un mur. Alors ça serait ça le Nid des Nagas? C'est différent de ce à quoi il s'attendait. Et puis, c'est vide. De plus, on parle bien de reptiles. Il s'attendait à un environnement un peu plus humide et un peu plus collant. Bref, un peu plus dégueulasse. Mais alors qu'il inspectait les lieux, une créature émergea d'un nid. Kim était persuadé qu'il allait se faire attaquer. Mais le système lui indiqua qu'il s'agit là de 6 ouvriers Nagas de rang 1, lesquels sont apparus dans le nid. Ceux-ci sont invoqués à chaque amélioration du labyrinthe. Des ouvriers Nagas? C'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Le système lui dit qu'ils attendent ses ordres. Un ordre? Il sait très bien ce qu'un ouvrier de bas niveau devrait faire, puisque lui-même en était un. 3 d'entre eux agiront en tant qu'éclaireurs, qu'il dessine une carte avec le labyrinthe en son centre, qu'il trouve les facteurs de risque proches, les ressources et le reste. Ah, et par-dessus tout, qu'ils évitent au maximum le combat. Ils doivent prioriser leur survie à tout prix. Les 3 ouvriers se plient aux ordres. Kim a quelques scrupules à les envoyer seuls. En temps normal, il devrait être accompagné par des gardes, mais il n'en a pas. Quant au reste, qu'ils creusent le côté opposé au nid, et qu'ils y construisent une salle de stockage. En soi, il n'a absolument aucune attente de leur part. Ils sont aussi petits que minces, et ils ne sont ni rapides ni forts. Et puis, il n'a rien vu d'aussi similaire à ce que l'on appelle une proie facile dans tout geyser. Cependant, c'est plutôt impressionnant. Il n'aurait jamais pensé que seulement 3 d'entre eux seraient capables de creuser une pièce en seulement 1 heure. Un entrepôt de taille 1 par 1 a été construit. Une partie de l'équipe d'exploration est de retour. Comment ça, une partie? Dans l'ombre, il n'en voyait qu'un. Kim se rue vers le petit serpent et lui demande où sont les autres. Est-ce qu'ils ont été tués? Tiens, il aurait dû y aller avec eux! Les ouvriers ne sont pas dans la liste d'invocation de la force armée des Nagas. C'est une perte définitive. Comprenant vaguement ce que le serpent lui dit, il lui demande de répéter. Mais celui-ci est formel. Ils vont bien. Il continue en lui expliquant qu'il y aurait eu trop de choses à rapporter, donc il a commencé par faire un premier dépôt. Comment ça, c'est un honneur qu'il se soit inquiété? C'est bien normal. Le système signale au maître du donjon que le moral de 4 ouvriers Nagas a augmenté. L'efficacité, elle aussi. Le petit serpent tend un parchemin à notre héros. Celui-ci lui demande s'il s'agit d'une carte. C'est bel et bien le cas. Et une fois celle-ci ouverte, le système du labyrinthe se mit à jour en appliquant les découvertes de l'ouvrier. Eh bien, au moins il n'a pas à courir partout pour avoir une carte. Et il y a plein de choses à côté. Alors que Kim s'apesantait sur ses découvertes, l'ouvrier vida son sac et poussa un soupir de satisfaction face au butin qu'il a ramené. Kim lui demande si c'est là tout ce qu'il a pu prendre. Exactement. Au fond, il ne sait pas s'il doit être reconnaissant ou... On dirait là des objets qui datent du temps de la grande guerre de Geyser. Mais ils sont soit tous dépassés ou complètement rouillés. Cela dit, ça montre bien qu'il n'y a aucune trace de quiconque ayant mis les pieds récemment ici. Il semblerait qu'il soit au beau milieu de nulle part. Cela dit, ils ne peuvent pas être aux étages les plus profonds. Une lueur avait piqué son intérêt et Kim se rue en direction de la trouvaille de son ouvrier. Aucun doute possible. C'est une gemme! Le petit reptile lui dit qu'il en a vu d'autres qui y ressemblent. Kim lui ordonne d'aller toutes les ramasser et qu'il n'oublie pas de prévenir les autres aussi. Sur ce, il va aller les faire évaluer. Quoique... S'il part maintenant, qu'adviendrait-il des ouvriers? Ça serait un véritable carnage si le labyrinthe est attaqué alors qu'il n'est pas là. Les reptiles étaient réellement ravis de voir que leur maître prête une si grande attention à eux. Celui-ci demande une dernière fois au petit explorateur s'il est sûr qu'il y a d'autres gemmes. Celui-ci le lui assure. Au fond, il est bien vrai que le labyrinthe lui est bénéfique. Que ce soit sur le plan financier ou même en tant que simple opportunité, le labyrinthe confie au propriétaire qu'il a sacrifié une gemme faible de rang 2 et 2 gemmes de rang 1, soit très faibles. Celles-ci ont été substituées par de l'énergie de gemmes. Une fois l'adrénaline passée, Kim se demande s'il a réellement échangé plusieurs dizaines de milliers d'euros contre une simple opportunité. Il s'est tellement peiné à ne pas penser au labyrinthe pendant les 5 dernières années, et pourtant il lui a suffi d'une fois pour devenir obsédé. Il vient de comprendre pourquoi les rejetons ne peuvent s'empêcher d'y retourner, et ce, en dépit du danger et des ténèbres de Geyser.
le sentiment inconfortable qu'il a constamment ressenti lorsqu'il vivait une vie paisible à la surface. Ce n'était pas une question de dépaysement ou un manque d'habitude, c'était juste l'ennui. Ouais, c'est ça, il se faisait chier comme un rat mort. Roi des Nagas, hein. Eh bien, il apportera la gloire à l'Empire des Nagas comme il l'a souhaité. Une gloire suffisamment grande pour englober tout Geyser. Il va invoquer plus de Nagas. Unité invocable. Soldat Naga de rang 1, une unité d'énergie comme coût d'invocation, frais de maintenance, un 8e de gemmes par mois. Ils sont des gardiens qui défendent le labyrinthe. Ils sont spécialisés uniquement dans le combat. En deuxième, la servante Naga de rang 1. Contrairement aux soldats, le coût d'invocation est de 2 unités d'énergie. Elle s'occupe des tâches nécessaires dans le labyrinthe et possède une haute intelligence. Elle peut commander et mener les unités au combat, mais elle ne peut combattre. Kim dispose de 4 unités d'énergie. Il constate qu'elles sont également pour l'heure les 2 seules unités qu'il peut invoquer. Ça vaudrait plus que très certainement le coup d'invoquer des unités pour défendre le labyrinthe. Par contre, il n'avait pas pensé qu'il y aurait des frais de maintenance. Il ne peut donc pas naïvement recruter plus d'unités sans être sûr de pouvoir les maintenir. Il restera ainsi modeste et se contentera d'un soldat et d'une servante. Devant Kim, un brin de lumière apparut avant d'éblouir la pièce. Un soldat Naga a été invoqué. Notre héros se demandait quel genre de créature allait apparaître, et celui-ci a l'air digne de confiance. Kim lui ordonne d'aller défendre les ouvriers occupés par la salle de stockage. En tout cas, et rien qu'en regardant son physique, il a l'air capable de survivre jusqu'au 5e étage. C'est pas mal du tout. Mais alors que la servante allait être invoquée, le système lui confie que les mystères de Geyser ont été activés. Il a réussi à transcender les probabilités. Une servante Naga de rang héroïque a été invoquée. Comment ça, héroïque? Le brin de lumière est apparu. Mais l'éblouissement se faisait plus fort que jamais. De la lumière, la servante sortit. La servante Naga Dominique a été invoquée. Celle-ci est incomparable aux servantes ordinaires. Elle est une réelle conseillère vouée à servir et protéger l'honneur de son maître. Celle-ci le salue. Mais notre héros est surpris d'entendre sa voix dans sa tête. Aucun doute possible, elle use de télépathie. Et pourtant, celle-ci se met à parler de vive voix et lui demande d'un grand sourire ce qu'elle doit faire. Kim s'attelle à lui faire un bref résumé de la situation. Elle lui demande ainsi si le tutoriel n'est pas fini. C'est bien le cas. Dominique continue et lui demande si elle peut jeter un œil à la carte du labyrinthe qui a déjà été explorée. À la vue de celle-ci, elle lui dit qu'il y a un filon et une plante avec une gemme à côté. Kim est surpris de voir qu'elle peut aussi utiliser les cartes. Mais aussitôt les lieux repérés, qu'elle invite son maître à aller avec elle voir de quoi il en retourne. Elle aimerait lui expliquer les détails en chemin. Du moins, s'il est d'accord. Aucun problème pour lui. À vrai dire, il aurait besoin de voir tout cela de ses yeux vus. Ils prirent ainsi la direction d'une grotte de stalactites à côté du labyrinthe. Le mur de la cave est fragile. Ils pourront casser ce côté afin de rejoindre le filon et mettre en place un lieu de rassemblement dans l'ouverture en dessous de la grotte de stalactites. Quant au filon, il est juste derrière ce mur. De temps à autre, les gemmes pourront être minées et utilisées. Mis à part bien sûr les minerais qui iront à la forge. La plante en forme de gemme est petite, mais ils pourront tout de même en obtenir. Il se trouve que les plantes de Geyser ont une capacité de survie phénoménale et n'ont pas besoin d'être entretenues. Tant qu'à faire, elle va aller les récolter. Enfin, il ferait mieux de sécuriser cette zone afin de l'utiliser comme territoire du labyrinthe. Les passages autour sont faciles à défendre. Il y a de l'eau potable et eux se situeraient en plein centre. Kim lui demande si c'est bien cette icône qui indique le danger. Dominique pense qu'elles ont été marquées en tant que territoire des bêtes sauvages. Sur la carte, on dirait que c'est une grande zone bloquée, mais il semblerait que les ouvriers ont confirmé qu'il y avait des bêtes et se sont retirés. En fonction des bêtes, ils pourraient mettre en place une zone de chasse afin d'aider avec les frais de maintenance. Kim change de sujet et lui demande si elle a bien dit qu'elle s'appelait Dominique. Exactement. Elle est réellement incroyable. Rougissant après un tel compliment, elle dit à son maître que c'est normal pour une servante d'aider à la maintenance du labyrinthe. Mais notre héros lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être aussi humble. Il ne s'imaginait pas recevoir autant de conseils de sa part et qu'elle puisse parler avec autant d'aisance avec lui. Comme elle doit s'en douter, il vient du monde de la surface. Bien sûr, il ne compte aucunement négliger le labyrinthe, mais il ne pourra assurer qu'une présence très partielle. Dominique lui dit qu'étant donné qu'il n'y a pas encore le noyau du labyrinthe, il ne devrait pas y avoir d'attaque à son encontre pour le moment. Mais il faut être prêt à tout à Geyser. Elle lui conseille ainsi d'augmenter ses forces armées et d'améliorer le labyrinthe aussi vite que possible. Et ce, bien que cela implique la consommation de beaucoup de gemmes. Kim lui demande si elle ne veut pas le faire pour lui. Mais Dominique lui répond qu'extraire l'énergie des gemmes et invoquer des nagas ne peut être fait que par le maître, soit le véritable propriétaire du labyrinthe. Il a une dernière question à lui poser. Que se passerait-il si, en tant que maître, il ne les satisfait pas? Dominique lui dit que des nagas pourraient se rebeller ou déserter, mais quoi qu'il fasse, ils ne pourront jamais prendre le contrôle du labyrinthe.
C'est ce dernier qui a choisi son propriétaire et sa volonté est absolue. Enfin, il n'existe aucun naga suffisamment stupide pour défier la royauté qui va englober tout Geyser. Kim resta silencieux à l'écoute de ces mots. Il comprend. Puisqu'il y a beaucoup à faire, il vaudrait mieux qu'ils arrêtent de divaguer. En tout cas, il est ravi de pouvoir travailler avec elle. Dominique lui répond qu'elle fera de son mieux. À ce propos, elle a bien dit qu'il devrait améliorer le labyrinthe. Elle lui répond que oui, et elle espère de tout cœur qu'il a assez de gemmes pour cela. Kim venait d'offrir 3 gemmes de qualité intermédiaire à l'hôtel. L'amélioration du labyrinthe a débuté. À la bijouterie de gemmes du labyrinthe, le propriétaire était surpris de voir notre héros déjà de retour. Examinant ce qu'il lui a rapporté, il confia à Kim qu'il a cru entendre que Geyser ne se portait pas bien récemment. Alors où a-t-il pu bien trouver quelque chose comme ça? Les vétérans qui se baladaient dans les étages inférieurs ont été forcés de descendre. Kim lui dit qu'il ne voit que le premier étage qui se porte pas bien. Le bijoutier lui dit qu'il a bien raison. Les singes-garous qui vivent au 8e ont commencé à sortir au premier. Et puis la qualité des explorateurs flanche depuis 5 ans. À cause de ça, l'approvisionnement des gemmes fait défaut. Il ne compte pas lui demander où il a obtenu un tel trésor, mais plutôt s'il serait intéressé de signer un contrat d'exclusivité avec lui. Le marchand le rassure en lui disant qu'il n'est pas là pour profiter de lui. Il n'a pas à s'inquiéter. Kim n'a pas la moindre idée de ce qu'il devrait faire. Ça fait trop longtemps qu'il vit coupé de Geyser. Un tel accord pourrait peut-être lui permettre d'obtenir des informations sur le labyrinthe. Informations dont il manque cruellement. Notre héros lui dit qu'il est intéressé, mais en contrepartie, il va lui demander des informations sur le labyrinthe. Aucun problème. Lui veut simplement de jolies pierres. Et tant qu'ils sont dessus, pour contracter bien sûr, il va lui donner des informations. Quoique, non, il va lui proposer une grandiose opportunité de travail. Kim s'abaisse en direction du vieil homme, lequel lui demande s'il a déjà entendu parler des araignées de l'enfer. Celles-ci sont difficiles à affronter, mais elles ont toutes des gemmes sur elles. Le bijoutier demande à Kim si son rang est élevé ou non, parce que s'il arrive à en tuer ne serait-ce qu'une, il pourrait obtenir une quantité phénoménale de fric. L'homme continue et lui dit qu'elles sont sous terre à la porte de Pajou. Mais notre héros se retourne et lui dit qu'il ne le fera pas. Le bijoutier est aussi surpris que contrarié. Et il a tout entendu et pourtant il compte réellement refuser une telle opportunité. Il a une famille à soutenir et il a entendu que sa situation n'est guère convenable. Ce coup de pression n'avait pas eu l'effet escompté sur notre héros, lequel broya d'un coup le bureau du commerçant, lequel est terrorisé par ce qu'il voit. Kim lui demande s'il a réellement vérifié ses antécédents. Le marchand lui dit de se calmer et d'écouter ce qu'il a à lui dire. Il ne peut se permettre de travailler à l'aveuglette avec des rejetons. Il le sait très bien puisqu'il en est un aussi. Eux sont comme des surhommes et ils sont pas tous aussi tendres que lui. Il se trouve que si les objets qui atterrissent dans sa boutique ont été obtenus par des moyens sales, il a aussi sa part de responsabilité. Et pour ce qui est de ce que lui apporte, à l'exception de la première gemme, la qualité est trop bonne pour être vraie. Kim lui dit qu'il les a toutes obtenues de ses propres mains. Le marchand lui dit qu'il n'en doute pas. Au fond, la plupart des personnes ici ont vécu des vies difficiles. Parents, amis, frères et sœurs. Beaucoup se retrouvent seuls après que leurs proches soient tombés. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui n'a rien à protéger, puisque la seule chose dont ils ont besoin est de prendre soin d'eux-mêmes. Mais puisque lui a une famille à protéger, s'il arrive quoi que ce soit à sa famille, il verra très clairement ce qu'il se passe quand un rejeton pète un plomb. Le marchand lui promet que rien de tout ça n'arrivera. À vrai dire, il a l'impression d'avoir sacrifié tout son crédit pour vérifier son identité. Sur ce, Kim lui dit qu'il y va. Il n'aura qu'à lui envoyer l'argent de la gemme sur son compte. Une fois la porte fermée, le bijoutier constate qu'il n'a même pas mentionné la table. Il doit fuir! Les araignées de l'enfer sont devenues folles! Tous les bébés du donjon essayaient tant bien que mal d'échapper à la folie meurtrière des monstres. Ils ont creusé le sol pour leur labyrinthe toute leur vie. Alors pourquoi? Pourquoi du geyser? Les yeux rouges de l'araignée s'étaient posés sur son visage. Kim s'est réveillé en sursaut. Dominique appelle son maître, inquiète. Elle lui demande s'il va bien. Oui, ça va. Il a simplement rêvé du passé. Mais ça va aller, pas besoin de s'inquiéter. Ce ne sont que de vieilles histoires. Relevant les yeux, il voyait tout son beau monde le regarder d'un air inquiet. Kim s'est mis soudainement à rire. Dominique lui demande ce qu'il y a. Celui-ci lui dit que c'est rien. C'est juste que personne ici n'a l'air de provenir de ce foutu donjon. Sa servante lui dit que s'ils ne sont pas à son goût, ce n'est pas le problème, il les aime comme ils sont. Il ne s'attendait juste pas à de telles créatures quand on parle de Geyser. Maintenant qu'il y repense, grâce à ces petits gars, il est devenu bien moins nerveux. Kim dit à Dominique qu'il a entendu qu'il y avait une affaire à propos des araignées de l'enfer. Il y a une bonne distance qui les sépare, donc ils ne sont pas en danger, mais d'autres bêtes pourraient rappliquer. Il lui demande ainsi quel est l'état de l'amélioration du labyrinthe. Dominique lui répond avec sourire qu'il reste actuellement 3 secondes avant l'amélioration du labyrinthe au 3e rang. Kim se tenait debout face au message du système. Le 3e rang d'amélioration est enfin fini. La construction est désormais possible aux endroits précédemment verrouillés. Également, de nouvelles unités peuvent être invoquées. Et 6 ouvriers naga ont été ajoutés. Mais surtout, ils viennent d'obtenir le noyau du labyrinthe. Le dit noyau était apparu au milieu d'un réceptacle.
Dominique explique à Kim que si celui-ci se fait détruire, les fonctionnalités du labyrinthe seront désactivées, étant donné qu'il y a une limite à la puissance seule du labyrinthe. Ce genre de choses peuvent apparaître avec l'amélioration du dit labyrinthe. En tout cas, c'est là pour Kim l'apparition d'un point faible dont ils avaient franchement pas besoin. Cela dit, il doit savoir que du moment que celui-ci reste intact, le labyrinthe peut s'écrouler. Une fois la bataille finie, le noyau rétablira celui-ci en son état normal. Une nouvelle fenêtre interpelle Kim. Celle-ci lui dit que puisque le noyau a été activé, les bêtes et monstres éloignés ont remarqué la présence du labyrinthe. Et un essaim de rats cornus s'approche du labyrinthe. Il reste 59 minutes avant leur arrivée. Kim hurle à Dominique qu'ils sont la cible d'une attaque. Celle-ci lui dit qu'il doit absolument augmenter ses effectifs militaires. Ah, ils pourront jamais tenir avec un seul soldat Naga. Fais chier. En plus, il n'a jamais entendu parler de rats cornus. Il n'a pas la moindre idée de comment s'y prendre avec eux. Et comme si cela ne suffisait pas, il n'a toujours pas réussi à analyser la puissance d'un de ses soldats. Face à l'hôtel, Kim soumet son désir d'invoquer des soldats Naga. Le système lui dévoile une liste d'unités qu'il peut invoquer. En plus du soldat qui coûte une unité d'énergie de gemme, il a désormais accès aux archers qui en coûtent 10. Pour 6, il obtiendra un guerrier. Pour 19, un mage. Et pour 17, un prêtre. Si Kim constate qu'il y a bel et bien plus d'unités qu'il peut invoquer, il ne s'attendait pas à ce qu'elles coûtent aussi cher. Et puis, sa quantité d'énergie n'est que de 21. Et il y a 20 rats cornus. Kim suppose qu'il va devoir invoquer une légion de soldats Naga. Mais Dominique interrompt son maître. Elle lui dit que si ce ne sont que des rats cornus, un seul soldat peut s'occuper de 4 d'entre eux. De plus, un guerrier ou un prêtre sont équivalents à 2 soldats, un archer à 3, et un mage correspond à la puissance de 5 soldats. Cependant, mis à part les guerriers, ils sont tous très faibles face aux attaques de mêlée. Il doit donc faire très attention. Prenant Dominique dans ses bras, il lui dit qu'elle est formidable. Heureusement qu'elle est là. Il va invoquer un soldat Naga et 2 guerriers. À l'arrière, Dominique ne se remettait pas des compliments de son maître. L'hôtel avait commencé à procéder aux invocations. Le pauvre soldat faisait pas le figure face aux 2 colossaux guerriers. C'est mieux encore que ce à quoi il s'attendait. Avec eux dans le rang, même affronter des singes-garous serait possible. Mais soudainement, le bruit de l'acier retentit sur les pavés du donjon. L'un des ouvriers avait fait tomber sa pioche. Kim lui demande ce qu'il y a. Dominique intervient et lui explique que les ouvriers Naga sont un type de mutation des Nagas de haut niveau. Plus un Naga est fort et plus la probabilité qu'une sous-espèce comme ça naisse. Donc, en somme, cet enfant est en train de voir ce que sa vie aurait été s'il avait eu une naissance normale. Ce petit gars, il suit toujours les ordres, mais il est lent et manque de volonté. Quand bien même il a plus de force que les autres, il n'y a pas de différence dans sa vitesse de travail. Face aux mots de son maître, Dominique lui dit qu'elle va s'occuper de l'éduquer un peu. Mais Kim lui dit que ça n'est pas nécessaire, qu'elle s'occupe de réunir tous les ouvriers, même les nouveaux arrivants. Sa servante lui demande ce qu'il compte faire, qu'elle ne s'inquiète pas, il sait pertinemment quoi faire. Et puis elle a dit que les Nagas, tout particulièrement les Nagas, prêtent attention à l'honneur. Eh bien ce sera le premier combat de leur labyrinthe. C'est rude de sa part de leur demander de se cacher ici dans un moment si honorable. Il fera ainsi en sorte qu'il n'y ait aucun danger. Il les protégera avec tout ce qu'il a. Bon, pour les armes, une arme de courageux guerrier Naga ferait parfaitement l'affaire. Une petite et pourtant si grande arme de guerrier. Le petit ouvrier rayonnait de bonheur face à la démonstration de respect de son maître. Maintenant, soldats, ouvrez la marche vers votre gloire. Ils vont faire comprendre à ces rats qui osent défier leur suprématie qui sont les réels maîtres de Geyser. Les rats marchaient en direction du labyrinthe des Nagas. Ils ont enfin trouvé cave cachée. Il y a que des serpents qui creusent. Aucun soldat. Nouveau maître serpent est parfait débile. Il sait pas faire armer. Leader rat, lui grand. Lui intelligent. Lui grosse corne. Le leader, Tretch, entonne ainsi son dernier discours. Dernier bataillon des serpents de Geyser bientôt tombé. Rat plus besoin fuir. Rat de nouveaux puissants prédateurs. Mais Tretch intelligent, armé pas comprendre mots compliqués. Mais si gagner, corne grossir. Ils ont rien compris. Tretch ponctue ainsi. Rat plus jamais creusé. Rat tué serpent. L'assaut avait été lancé et les rats cornus s'apprêtaient à décimer les bébés serpents. Mais à peine l'un des rats avait brandi son épée que Kim jaillit et décima ce qui osait s'en prendre à sa deuxième famille. Guerrier Naga, prouvez votre valeur. Trouvez votre honneur. N'en laissez aucun survivre. Les rats étaient désormais cernés de toutes parts par les soldats qui n'avaient pas vu venir. Le piège s'était refermé sur eux. Tretch, paralysé par l'impuissance, voyait son armée se faire annihiler sous ses yeux. Il n'est quand même pas satisfait de ça. Tretch répond que appeler Tretch quand Tretch creusait pour parler, très ennuyant. Du coup, Tretch retournait creuser. La femme masquée lui demande si à son avis il est réellement fait pour creuser. Tretch mangeait par chien si Tretch pas creusé. Maître grand et fort, Tretch peut
petit et faible. Tretch obligé creuser. Pourtant, l'étrange individu a ouï dire qu'il était le plus grand et le plus brave des rats. Il semblerait que l'on se soit trompé sur son compte. Tretch dit que elle stupide. Pas savoir différence, courage, insouciance. Très stupide. Eh bien, si c'est là son véritable visage, il n'y a plus qu'à expliquer aux autres rats comment devenir aussi fort que leur maître. Tretch s'est arrêté et lui demande: pourquoi? Eh bien, de son point de vue, rien ne l'empêcherait lui de devenir le propriétaire du donjon. Tretch était revenu à la réalité. Son armée ne cessait de lui demander quels sont ses ordres. À ce rythme, ils vont tous mourir. Le marbre. Si Tretch gagne marbre dont elle parlait, avec marbre Tretch invincible, rat pouvoir gagner. Tretch allait prendre le marbre. Tous les soldats s'étaient mobilisés pour protéger leur chef. Celui-ci ramènera le dit marbre. Les rats cornus refusent de servir d'amuse-gueule à des tyrans. Malgré leurs limitations, leur fierté et leur bravoure ne pourra leur être enlevée. Tous les hommes de Tretch comptaient bien se sacrifier pour la victoire. Ce triomphe sera la première marche d'un avenir radieux pour leur espèce. Il n'a juste qu'à manger le marbre. Et puis, Tretch avait réussi à passer à travers les défenses et se diriger au cœur du labyrinthe des Nagas. Dominique appelle en hurlant son maître, lequel emprunta sa lance à l'un des soldats. Alors que les ouvriers essayent tant bien que mal d'empêcher le leader des rats cornus de détruire le noyau, leur effort était vain. Du moins, c'était sans compter sur l'intervention de Kim. D'un coup lancé, il brisa les rêves des rats. Dans son assaut, l'hôtel avait pris des dégâts substantiels, et sa durabilité n'était plus que de 274 sur 900. Ce bruit, c'est pourtant impossible. Et pourtant, un léger écho se faisait entendre de dessous le noyau, jusqu'à ce que des crocs s'approchèrent de celui-ci. Dans un dernier soupir, le leader des rats, Tretch, allait apporter la liberté à ses frères. Mais avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, Kim envoya ce dernier effort rejoindre Tretch et les siens dans les enfers de Geyser. Dominique constate avec effroi que le monstre essayait de manger le noyau. Kim lui demande si, par hasard, ça n'aurait pas été dangereux. Dominique lui dit de ne pas s'inquiéter. La force d'un rat n'est guère suffisante pour faire la moindre égratignure au noyau. À vrai dire, la lance de son maître est bien plus dangereuse. Mais Kim n'en démord pas. Il s'est quand même approché du noyau. En tout cas, il ne s'imaginait pas qu'il aurait sacrifié ses camarades pour passer au travers. Il doit être bien plus vigilant la prochaine fois. Ah oui, et avant qu'il n'oublie, il doit penser à rendre cette lance. Dominique lui indique que ça n'est pas urgent. Le rat qui a fait la percée devait être leur chef, et avec sa mort, l'esprit combatif de ses troupes a été grandement diminué. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'en ait terminé avec ce pitoyable assaut. Kim ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi faible. Il a été nerveux pour rien. Dominique lui dit qu'ils avaient beau être nombreux, ils sont à peine plus forts que les ouvriers Naga. Notre héros n'en revient pas. En tout cas, Dominique a entendu parler de labyrinthe où quand les rats sont capturés, ces derniers sont faits ouvriers. Cela rappelle de bien mauvais souvenirs à Kim. Après la Grande Guerre, il lui est arrivé la même chose. Quoi qu'il en soit, Dominique lui dit que les ennemis avaient beau être faibles, les Nagas, eux, se sont montrés incroyablement forts. À ce propos, Kim lui demande comment ces guerriers peuvent-ils bouger avec autant d'aisance et d'agilité sans s'enrouler sur leurs imposants corps. Tout simplement grâce à leur longue queue. Grâce à celle-ci, leur centre de gravité est bas, ce qui leur permet d'être plus flexibles et rapides. Notre héros est ravi que de tels guerriers soient de son côté. Quelle horreur ça serait de devoir affronter des ennemis aussi puissants. Dominique semble ravi d'entendre ces mots. Kim lui demande ce qu'il y a, ce à quoi elle lui répond qu'ils n'ont qu'à regarder et observer la puissance des Nagas à l'œuvre. Mais une silhouette encapuchonnée avait observé la scène. Celle-ci avait décidé qu'elle en avait assez vu. Un niveau héroïque et 4 niveaux normaux composent son armée. Il est possible que le propriétaire soit naïf. Il s'est précipité sur ses invocations lorsque l'invasion a commencé. La colossale créature face à laquelle est agenouillé l'espion lui demande s'il était vraiment nécessaire d'envoyer 20 ouvriers au bûcher pour faire état d'une puissance aussi faible. L'espion s'excuse aussi platement que possible. Le chef ne s'attarde pas sur ces mots. Il va falloir capturer plus de rats pour les remplacer. Et qu'en est-il des mercenaires ? Ceux-ci s'occupent d'une subjugation de sang à l'extérieur du labyrinthe. Qu'elle leur transmette ce message. Ils doivent se préparer à la guerre dès leur retour. Elle demande si ça n'est pas un peu trop de laisser une guerre à de vulgaires mercenaires. Mais n'est-elle pas elle-même une simple mercenaire ? L'autre adultérin a bien dit qu'ils étaient les descendants d'un dragon. Même si le sang est souillé, ils peuvent tout de même s'occuper d'un pitoyable labyrinthe. Il va avoir une bien belle vue. La victoire était pour le labyrinthe des Nagas. Ceux-ci se sont très légèrement habitués au combat. Cependant, leurs adversaires étaient trop faibles pour que l'équipe vainqueur puisse jouir du moindre gain d'expérience. Enfin, le charisme du propriétaire du donjon a également légèrement augmenté. Le titre de commandant débutant a ainsi été obtenu. Dominique félicite son maître, mais celui-ci reste pensif.
Elle lui demande si quelque chose ne va pas. Et pas qu'un peu. Ces monstres ont réussi à s'introduire dans la pièce du propriétaire. S'ils n'étaient pas intéressés par le noyau, ce sont les ouvriers, ou même Dominique elle-même, qui auraient pu être blessés. À vrai dire, il est soulagé que ça soit eux qui leur aient fait office de premiers adversaires. Au fond, si la situation dans Geyser reste telle quelle, la possibilité de se faire anéantir à tout moment est une véritable réalité. Et ils ont à tout prix besoin de défense. Mais derrière, les récentes prestations de Kim n'avaient pas laissé indifférents ces sujets. Fier Naga, gardez la joie de la victoire profondément dans votre cœur. Ce labyrinthe est au cœur de Geyser, un lieu où seul le plus fort survivra. Ils n'ont pas le temps d'être ivres de leur victoire face à de tels faiblards. Pour l'heure, le labyrinthe de Naga est faible. Cependant, un nouveau chapitre dans leur histoire se dresse. La salle de stockage sera un trésor, le territoire leur possession, et cet endroit deviendra leur impénétrable forteresse. Geyser se souviendra d'eux comme des légendes. Plusieurs jours se sont passés depuis le combat contre les rats cornus. Les corps et les armes des rats avaient respectivement pris la direction de l'estomac des Naga et la salle de stockage. Quoi qu'il en soit, 3 ouvriers Naga sont allés dans la cave pour miner accompagnés de Dominique, chargé de les guider en tant que responsable. Les autres ouvriers sont quant à eux allés récolter les gemmes, des gisements et des plantes avec une escorte. Il se trouve que Kim a plusieurs projets en tête. Il souhaiterait mettre en place une patrouille et développer un terrain de chasse. Le hic, c'est qu'il va cruellement manquer de gemmes pour les invocations. Oh oh, des cornes de rats cornus. Ces créatures n'arrêtent pas de fuir et de se cacher. Ça, c'est dur à trouver. Il a fait du bon travail. Mais Kim répond qu'il a trouvé leur repère par pure coïncidence. Il demande au commerçant si ces trucs se vendent vraiment. L'homme lui répond qu'il peut considérer tout ce qui provient du donjon comme vendable. En l'occurrence, ces objets sont utilisés comme du bois de velours. Sinon, est-ce qu'il a des gemmes avec lui? Kim lui répond qu'il n'en a eu aucune récemment. Le marchand constate que c'est dur pour tout le monde. Ça sera tout pour aujourd'hui. Il lui mettra l'argent sur son compte comme d'habitude. Un silence venait de s'installer entre les deux hommes. Le marchand lui demande s'il y a un problème. Kim lui dit que c'est à propos des araignées de l'enfer dont il lui a parlé la dernière fois. Est-ce qu'il reste de la place? Le vieux marchand lui demande s'il est contrarié d'avoir raté sa chance. C'est simplement qu'il a besoin de gemmes. Et comment compte-t-il les utiliser? Il veut les vendre, ni plus ni moins. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'argent. Il est allé jusqu'à casser la table la dernière fois parce qu'il voulait pas y aller. Bah, il suppose que l'argent fait tout. Le marchand lui dit de manière placide que la première équipe est déjà partie. S'il veut y aller, il va devoir rejoindre la deuxième équipe principale. À ce propos, quel est son niveau? Kim lui répond qu'il est surpris qu'il ne le sache pas puisqu'il a vérifié ses antécédents. Tain de gamin! Face à la colère du vieux marchand, Kim lui répond qu'il ne sait pas exactement, mais il est né et a été élevé au 12e étage. Le vieil homme s'exclame. Le 12e étage? Il n'aurait pas rigolé avec ce genre de choses! Mais notre héros continue et lui dit qu'avant qu'il ne sorte, il vivait dans le labyrinthe de l'un des ducs de Geyser. Le bijoutier n'en revient pas. Il serait bien le rejeton de Corée avec le plus haut niveau. Kim lui demande pourquoi il en fait des caisses pour une simple histoire de niveau. L'homme lui demande s'il est réellement pas au courant. Il continue et n'en démord pas avec ses questions. Est-ce qu'il connaît la force réelle d'un rejeton? Kim lui répond qu'il n'est jamais retourné dans le labyrinthe après s'en être enfui. Il n'est au courant de rien en ce qui concerne Geyser. Le vieil homme comprend enfin pourquoi il a mis une condition sur l'information dans leur contrat. Dépité, il va lui expliquer de la plus simple des manières. Tous les rejetons ont reçu des niveaux. C'est pas bien compliqué. Il n'a qu'à considérer l'étage dans lequel il est né comme son niveau. S'il ne plaisante pas, il serait de niveau 12, soit l'un des seuls rejetons des profondeurs. Pour les étages 1 à 3, soit les étages les plus hauts, les rejetons sont un peu plus forts qu'un homme adulte. Grâce à cela, ils font partie des équipes d'exploration plutôt que des équipes d'assaut. On appelle les niveaux 4 à 6 les étages moyens. Les rejetons de ces niveaux composent la majorité des équipes d'assaut. Leur force est similaire à celle des super-héros qu'on peut voir dans les films pour enfants. Pour les étages 7 à 9, soit les étages inférieurs, on considère ces derniers comme le territoire des monstres. La force des rejetons de ces niveaux est colossale, et comme ils sont peu, ceux-ci ont tendance à devenir arrogants. Enfin, il y a les étages inférieurs à 10, ceux que les humains n'ont pu atteindre lors de la Grande Guerre. Ce sont les profondeurs, soit des niveaux purement horrifiques. Enfin bref. Il y a très peu d'informations concernant les profondeurs, puisqu'il y a très peu de rejetons qui en viennent. Et s'il vient de là-bas, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Enfin, plus l'étage est profond, et plus les rejetons qui en proviennent ont des pouvoirs spéciaux. Ça peut être force, vitesse ou autre. Le marchand lui demande si lui a des compétences spéciales, comme un souffle de feu ou des rayons laser qui sortent de ses yeux. Kim en poussa un soupir d'ennui. Il lui répond qu'avec sa puissance et sa vitesse actuelle, et ce sans aucune arme, les points faibles qu'il décèle en lui pour le tuer seraient son corps entier. Le bijoutier s'excuse et lui demande d'arrêter. Kim, revenant à son calme, lui demande s'il reste de la place pour l'expédition. Le marchand lui répond que pour un niveau 12, même s'il n'y avait plus de place, il fera en sorte d'en créer. Kim, quelque peu ennuyé, lui dit de baisser son niveau artificiellement. Il n'a guère envie que ça se sache. Le marchand lui dit que s'il diminue son niveau comme ça, il sera moins payé. Et comme il a besoin d'argent, ça ira. Il le laissera emprunter de l'équipement dans la salle de stockage. Kim le remercie, il lui sera redevable. À ce propos, ils doivent lui forger sa carte de rejeton, qui lui donne sa carte d'identité et une photo. Mais alors que
l'homme était avaché dans son fauteuil sur son téléphone, Kim lui demande ce qu'est une carte d'identité. Le marchand avait envie de taper son meilleur triple salto depuis la fenêtre. Naga! Fier Naga! On se souviendra de vous comme des légendes! Dominique faisait une reconstitution du dernier discours de Kim auprès des ouvriers. Kim lui demande ce qu'elle est en train de foutre. Instantanément paralysé de honte, Dominique se retourne et essaie de lui expliquer. Mais Kim la coupe et lui dit de venir lui faire son rapport. Rouge de honte, elle lui dit que le minage dans la cave se passe pour le mieux. Une faible quantité de gemmes a été récoltée à partir des plantes et gisements. Et une autre faible quantité a été obtenue lors de l'extermination des bêtes aux alentours. À ce propos, la bête s'est fait désosser dans la salle de stockage. Et à propos des gemmes, Dominique les lui tendant, Kim les lui attrape dans un silence des plus palpable. Mais sans crier gare, il venait de jeter ces dernières en direction du noyau, lequel lança automatiquement la procédure de conversion des gemmes en énergie. Kim lui explique qu'il compte invoquer un naga. Il n'en a pas besoin là-haut. Mais Dominique n'en revient pas qu'il investisse dans le labyrinthe sans aucune hésitation. Enfin, Kim explique qu'il devra s'absenter pendant 2 semaines. Sa servante lui demande pour quelle raison. Du moins, si ce n'est pas confidentiel ou privé. Il va participer à l'extermination d'araignées de l'enfer. Comme il ne peut pas ouvrir un nouveau portail, il doit préparer son absence. De plus, les gemmes de la récolte sont trop lentes à pousser et les araignées portent des gemmes sur elles. Ça sera plus simple pour eux si tout se passe bien. Bref, il compte faire apparaître un archer. Eh bien, qu'avons-nous là? Aucun doute possible, voici la vraie forme de l'ouvrier vert. Kim ordonne à l'archer de se tenir à la porte et de faire le guet avec le soldat Naga. Une fois celui-ci parti, le maître et sa servante reprirent leur discussion quant au niveau d'énergie de gemmes. Kim lui dit qu'il va devoir en garder 2 pour les coups de maintenance. Mais, en se retournant, son esprit s'extire pas de leur conversation. Il interpelle Dominique. Celle-ci lui demande ce qu'il y a. Est-ce qu'il serait possible de modifier la taille du portail d'où il vient? Pas de jeu. Porte de Kaiser. La chef de l'équipe d'intervention va commencer le briefing final. Elle s'appelle Lee Jun-young. Elle est la commandante de cette expédition contre les araignées de l'enfer. Elle suppose que la majorité des participants de l'expérience et va pouvoir en finir rapidement. Leur but est d'exterminer les araignées qui ont envahi le 2e étage. Leur expédition durera 2 semaines. Ils seront 22 à former une équipe d'expédition. 7 pour l'équipe d'assaut et 15 explorateurs normaux. L'équipe d'assaut est alignée par ordre de niveau. On retrouve ainsi 8, 7, 6, 6, 5 et 0. Ils peuvent vérifier leur niveau sur leurs bras. C'en est fini pour le briefing. À l'entrée, l'un des soldats confirme l'ouverture de la porte B. La 2e équipe d'intervention va pouvoir entrer. La chef du groupe leur dit que puisqu'ils sont éloignés de l'équipe de départ, il ferait mieux de se dépêcher. Elle priera pour que tout se passe bien. À peine rentré que l'un des explorateurs était aux portes de la mort. Il hurle pour qu'on le sauve, mais ses camarades étaient impuissants. La commandante leur hurle qu'il s'agit d'un lézard à queue de fouet. Sa langue est bloquée alors qu'il fasse attention à sa queue. Elle hurle à Poke de viser les aisselles de la patte avant, par arrière. L'équipe d'assaut, quant à elle, restait silencieusement à regarder le spectacle. Ils ne sont guère intéressés par un combat contre un monstre qui donne aussi peu d'argent. Eh ben, faut déjà commencer par une bonne pause. Le blond dit à son collègue fumeur qu'il a entendu que la qualité des explorateurs a grandement chuté récemment. Et pourtant, ils ont dit qu'ils étaient sélectifs. Mais là, ça se fait clairement ressentir. Le fumeur lui dit que ça fait déjà 10 ans depuis la guerre. Ceux qui sont utiles sont déjà devenus riches et se sont tirés. Mais pour être honnête, l'autre pense que la majorité d'entre eux sont endettés. Le brun lui dit que de toute façon, il n'y a aucune chance qu'ils savent bien se battre. Si c'est pour crever ici-bas ou en haut des collecteurs de dettes, ça vient au même. Mais à l'arrière, un certain membre de l'équipe d'assaut ne pouvait rester à rien faire. Ce mec, ça serait pas... Ouais, c'est bien le mercenaire niveau 7 que leur chef a trouvé. Celle-ci semble visiblement contrariée par l'intervention de Kim, mais elle ordonne à l'infanterie de viser les blessures. Une fois le combat terminé, la proie du monstre n'avait pu être sauvée. Bref, il vaudrait mieux qu'il quitte les lieux avant que l'odeur du sang ne se répande. Qu'il s'occupe des gemmes en urgence et qu'il se regroupe. Ah, et qu'il n'oublie pas d'utiliser le déodorant aussi. Elle interpelle notre héros et lui dit qu'il est plutôt bon. La peau d'un lézard à queue de fouet est plutôt résistante. Elle se doit d'admettre que l'autre vieux avait bien raison de l'avoir recommandé. Mais la prochaine fois qu'il suit ses ordres, montrer sa force est une bonne chose en soi, mais il risque de manquer de puissance dans les moments cruciaux. Kim lui demande s'il a fait quelque chose de mal. Non, c'est comme elle le lui a dit. On peut appeler ça s'inquiéter. À vrai dire, même une personne normale peut affronter ce genre de bestiole. Et il y aura bientôt des combats dans lesquels un explorateur normal ne pourra pas s'engager. Alors s'il gâche son énergie ici, les choses risquent de se compliquer plus tard. Mais Kim lui dit de ne pas s'inquiéter. Il avait juste peur que son corps congèle avec ce froid. Il voulait simplement se dégourdir un peu les jambes. Eh oui, à d'autres. L'un des membres de leur groupe interpelle la chef et lui dit qu'ils sont prêts à bouger. Celle-ci lui demande la distance jusqu'au camp, ce à quoi l'homme répond qu'il y a 1 heure tout au plus. Kim s'y attendait, mais le traitement entre rejetons et explorateurs est bien différent. L'homme demande à la chef s'ils doivent abandonner le corps de l'explorateur. Elle a déjà expliqué. Est-ce qu'il souhaite attirer toutes les bêtes du donjon avec l'odeur du sang? À ces mots, Kim constate que s'il y a mourant, voire défunt, tout le monde s'en fout. Bien évidemment, la réaction aurait été largement différente si ça avait été un rejeton. De toute façon, ce n'est pas comme s'il en avait quelque chose à faire. Une semaine après l'entrée au 2e étage de Geyser, l'équipe avançait toujours sereinement. Au rapport, 2 lézards à queue de fouet. Aucun dommage à l'exception de 3 mineurs. Y a-t-il autre chose à rapporter? Pour ce qui est des gemmes,
Ici! Ici! Encore de nouvelles gemmes! Le petit groupe n'en revenait pas. Ils en ont déjà une quantité aberrante alors qu'ils ne sont qu'au 2e étage. L'on demande à celui qui l'a découverte combien elle vaut. Au moins 50 balles. Donc entre tous, ça fait 2 euros. 2 euros pour risquer sa vie. Mais son collègue lui dit d'arrêter avec ce comportement. De 1 c'est la plus petite et de 2 c'est 2 euros par personne. Ils en ont trouvé plein d'autres plutôt. L'un des hommes à l'arrière leur explique qu'il a entendu que les araignées qu'ils vont combattre ont des gemmes de la taille d'un poing. Le premier n'en revient pas. Ça doit être des gemmes intermédiaires. À vrai dire, il n'en a jamais vu avant. Plus qu'à prier qu'ils peuvent en gratter au moins 2. Le mineur à la figure placide leur demande combien ça fait environ. Bon sang, mais il est con ou quoi? Il peut pas calculer de lui-même. Ça fait plusieurs milliers par personne. Alors qu'il réalise peu à peu la future évolution de ses finances. Un caillou tomba du plafond et se cogna contre son casque. Celui-ci brillait légèrement et avait attiré son attention alors qu'il rebondissait au sol. Jung Tae, le soldat de niveau 0, interpelle une nouvelle fois sa chef. Elle lui demande s'il y a un problème avec la patrouille. Celui-ci lui répond que la situation est incompréhensible. Il pensait les avoir attrapés, mais les pistes sont d'un coup incompréhensibles et en désordre. C'est comme s'il y avait eu un gros combat. Ça voudrait dire que la première équipe a bel et bien rencontré les araignées. Non, comment dire? Les pistes de la première équipe, elles sont éparpillées un peu partout ici. C'est comme si... Chef! Pourquoi fait-il autant de bruit? Eh bien, des gemmes se sont mises à tomber du plafond et... Tout le monde a essayé de les ramasser, mais leur corps reste figé dans les airs. Pardon? Du plafond? Levant les yeux en l'air, son visage se décomposa. Que tout le monde se prépare au combat! Que Jung Tae lance les fusées éclairantes! Celui-ci avait fait comme sa chef lui indiquait. La fusée prenant la direction du plafond du donjon, elle éclaira d'étranges fils. En haut se trouvaient, prisonniers de fil comme dans des cocons, 10 membres de l'équipe d'exploration du premier groupe d'intervention. Le deuxième groupe reconnaissait à peine ses collègues, morts dans les pires conditions. La commandante se rappelle qu'il a dit que les pistes étaient un peu partout. Mais Jung Tae lui dit que 10 personnes, ça n'est qu'une infime partie de la première équipe. Il a raison, ils doivent impérativement se regrouper. Mais à peine ces mots prononcés que derrière Jun Young se trouvait l'enfer. Mobilisant ses pouvoirs, elle lâcha un puissant coup de hache dans le corps de l'araignée, laquelle elle décapita. Jun Young hurla à tout le monde de se camoufler. Les rejetons devant, les explorateurs en formation bunker. Loin au-dessus de la commandante se mouvait quelque chose. Ne l'ayant pas remarqué, elle hurla à tout le monde que les fusées éclairantes se dissipent, qu'il garde la source de lumière allumée, qu'il bougera. Kim est intervenu au dernier moment et avait paré un assaut dans l'obscurité. Il hurle de tirer une fusée éclairante sur le champ. Celle-ci partit et éclaira de sa lumière rouge leur pire cauchemar. Les araignées de l'enfer étaient prêtes à se débarrasser de quiconque osera se mettre en route de leur invasion du 2e niveau. Mais pour les rejetons, c'est une occasion en or. Ce moment, ils l'ont tous attendu. Ils ne leur laisseront aucune chance. Yungo, il la lui envoie. Pas la peine d'en faire des caisses. D'un bond, Yungo s'était jeté vers l'araignée, laquelle il démembra en un mouvement. Le tronc de l'araignée sans membre s'écrasa au sol et retomba jusqu'à ce qu'un aventurier arrête sa chute et fracasse son crâne. Y a pas à dire, le nettoyage de Yungo est particulièrement maladroit. D'un coup de poing, il avait écrasé l'une des araignées au sol jusqu'à briser ce dernier de sa force. Mais il y en avait toujours plus qui se présentaient à lui. Levant l'araignée qu'il venait d'abattre, il la leur balança dessus. Elles ne pourront rien contre lui. De l'autre côté, le combat faisait également rage. Et sans effort, l'un des membres du groupe avait dégainé son sabre et se montra implacable. Il découpa l'araignée en un parfait quadrillage. Il demande au colosse ce qu'il entend par maladroit. Mais celui-ci lui répond tout simplement qu'en plus de la maladroitesse là-bas, lui prend son temps. Du coup, il a été forcé à intervenir. Les deux s'énervent face à des explorateurs terrifiés. L'épéiste demande à son acolyte s'il a vraiment une bonne raison de se battre à pleine puissance. Évidemment, ce sont des araignées de l'enfer. Mais à côté du bunker, les araignées s'apprêtent à s'en prendre aux explorateurs. Mais ce ne sont que des humains normaux. Les rejetons vont. L'intervention de Kim les laissa sans voix alors qu'il se débarrassa de 2 araignées d'un coup. Retombant au sol, celui-ci n'était pas prêt de s'arrêter. Rien ne lui résistera. Autant les explorateurs que Jun Young étaient sidérés. Elle ne pouvait croire qu'il soit réellement de niveau 7. La boucherie les laissait véritablement sans voix. Mais reprenant ses esprits, la chef ordonne aux médecins de s'occuper des blessés en premier. Ceux qui vont bien doivent d'abord s'occuper de capturer les araignées. 2 des membres d'assaut étaient ravis d'avoir enfin pu combattre. À ce rythme, il croyait mourir d'ennui. De son côté, l'épéiste part se laver les mains. Mais la chef constate que c'est étrange. Et quoi donc? Eh bien, les rapports disent que les araignées de l'enfer vivent dans les étages plus profonds. Elles ne sont jamais remontées avant, et les seuls rapports qu'ils disposent d'elles datent ainsi du temps de la guerre. Mais celles qui sont remontées des étages les plus profonds, Yungo l'a senti lui aussi. Ces araignées semblaient plus faibles que des foutus lézards. C'est à se demander si les bêtes des étages les plus profonds ne sont pas si fortes que ça. Ou si ce sont eux qui sont juste trop forts. Jung Tae leur demande de rester rationnels. Il y a quelque chose qui
cloche. Mais au moins, ils n'ont pas eu à utiliser les explosifs qu'il a préparés. Kim vient briser leur confiance. Après inspection des cadavres, il en est persuadé. Ce ne sont pas des araignées de l'enfer. Elles peuvent être de la même espèce, mais les araignées de l'enfer sont bien plus grandes. De plus, celles-ci n'ont pas d'exosquelette et leur épiderme est faible. Ça pourrait être une espèce bâtarde ou une espèce inférieure. Et puis, leur style de combat est également différent. Jun Young partage ses doutes. C'est plus qu'anormal qu'une araignée de l'enfer se batte au corps à corps d'entrée de jeu. La chef essaie de le questionner, mais celui-ci l'interrompt. Il y a quelque chose d'anormal. Il sent du mouvement. Les araignées sont normalement des maîtres de la prudence. L'un des explorateurs demande à son collègue médecin pourquoi il y a autant de fils d'araignées. Celui-ci lui répond agacé que c'est parce qu'ils ont combattu des araignées, espèce de golmut profond. Kim est persuadé d'une chose. Les araignées n'auraient jamais fait le premier pas. Mais l'explorateur qui se questionnait sur les fils n'en démord pas. Il n'y en avait clairement pas autant quand ils sont arrivés plus tôt. Et puis, ces trucs sont particulièrement épais pour des toiles. Kim en est désormais sûr. Elles attendent que leur proie tombe dans leur piège. Levant les yeux, l'infirmier constate que l'entrée d'où ils viennent a été bouchée. Kim ressentait enfin cette singulière volonté de tuer. Il demande à Jung Tae s'il a bien dit qu'il avait des explosifs plus tôt. Celui-ci lui répond que oui. Notre héros lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il les pose à l'entrée de sorte à faire sauter les fils qui bloquent le chemin. Et ce, aussi vite que possible. Yoongo demande à haute voix si le combat n'est pas fini. Son ami lui répond que ça doit être le même cliché que dans les BD. Le type plus fort se cache et sort à la fin. Kim le coupe et lui dit que c'est effectivement le cas. Les araignées de l'enfer se cachent tout près d'eux. Si les trois rejetons étaient restés un instant incrédules, ceux-ci se reprirent. Ils attendaient avec une légère angoisse ce qu'il allait leur annoncer, mais ils ont eu peur pour rien. Est-ce qu'ils ne peuvent pas les tuer simplement quand elles sortent? Kim leur dit froidement qu'il leur a déjà expliqué que ce qu'ils ont affronté plus tôt n'était pas les araignées de l'enfer. La chef du groupe lui demande comment il peut le savoir. Mais à peine le temps de poser la question que l'épéiste de tout à l'heure hurla de douleur. Comment est-ce qu'un misérable insecte peut lui infliger une telle blessure? Qu'ils ne s'attendent pas à voir une mort douce. Kim lui hurle de s'éloigner tout de suite. C'est une araignée de l'enfer. L'épéiste enrage véritablement. Il lui dit que c'est formidable, il n'avait pas remarqué. Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'il fut empalé vivant. N'ayant rien vu venir, le désespoir s'était pris de tout son être. Relevant ses yeux emplis de terreur, l'araignée regardait son festin avant que sa mâchoire ne l'envoie au ciel. La créature se tenait aux côtés d'une légion de plus petites araignées. Et d'un cri se révélèrent plus encore de ces créatures. Jun Young hurle aux explorateurs d'arrêter ce qu'ils font et de se regrouper. La commandante s'adresse à notre héros à propos des araignées de l'enfer. Mais celui-ci reste sans voix, terrorisé par l'épouvante. Par pitié qu'il le sauve! Il ne veut pas mourir! C'est comme la dernière fois. Après lui avoir hurlé dessus sans arrêt, Jun Young avait réussi à ramener Kim à la réalité. Il s'excuse, il a eu une absence. Il explique à sa chef que parmi ces araignées de l'enfer, il y a 2 bébés et une reine. Le reste d'entre elles font partie de la sous-espèce qu'ils viennent de tuer. Ils doivent à tout prix utiliser les explosifs dont ils disposent pour se créer une sortie. De plus, il n'y a pas de temps à s'inquiéter à propos d'un effondrement de la grotte. Les fils de ces saloperies sont bien plus résistants qu'elles ne pourraient l'imaginer. Jun Young en conclut qu'il a déjà vu des araignées de l'enfer. Il semblerait qu'il ait aussi beaucoup d'expérience pour s'en occuper. Le combat avait repris et si la sous-espèce n'avait pas la moindre chance, les rejetons sentaient la fatigue monter. Le surnombre de ces créatures est insurmontable. Également, la deuxième équipe ne put s'empêcher de se demander où est passée la première. Yoongo lui demande s'il est con. Ce sont les mecs qui pendent au plafond. C'est le repas que les araignées se sont préservées. Le reste a déjà été bouffé. Il demande d'ailleurs combien de temps il reste avant que les explosifs soient prêts. Le médecin lui assure que ça ne prendra pas longtemps. Le colosse demande d'ailleurs pourquoi il devrait s'enfuir. Eh ben, parce que l'arachnologiste le leur a ordonné. Mais ces trucs sont initialement le but de leur expédition. S'enfuir juste après avoir repéré leur cible, c'est complètement idiot. Mais il a bien vu l'autre type se faire bouffer à l'instant. C'est simplement parce qu'il a pas fait attention. Qui me hurle de derrière d'esquiver. Les araignées commencent à bouger. C'est exactement ce qu'il attendait. D'un bond, il se jeta sur l'araignée de l'enfer. Qui me hurle que c'est de la folie. Est-ce qu'il veut mourir? Mais le rejeton ne voue guère d'intérêt aux mises en garde de notre héros. Et alors qu'il lança son coup sur le crâne de l'araignée, son bras se brisa sur la rudesse de la créature. Il était l'heure pour l'effroi de revenir terroriser l'un des rejetons. Lui aussi est condamné. Tous regardaient leurs collègues subir le même sort que l'épéiste plus tôt. Mais à peine eurent-ils le temps de se ressaisir qu'une autre araignée des enfers avait surgi. Kim était intervenu comme un héros. Son mouvement d'épée avait pour effet de faire reculer l'araignée. Là où les 2 rejetons étaient terrifiés, Kim était en transe. Plus jamais il n'autorisera ce qui jadis le traumatisa. Ses multiples coups d'épée barraient toutes les attaques de l'araignée. Yoongo se demandait si Kim est réellement humain. Mais son ami à l'arrière lui hurle de se ramener tout de suite ici. Alors en plein dans le combat, Kim
Kim jette un coup d'œil derrière lui pour s'assurer que son plan se déroule comme prévu. Mais il n'a pas un moment de répit et dû éviter une colossale attaque de l'araignée. Notre héros commençait à peiner, mais il ne baissera pas les bras. Alors comme ça, elles vont toutes deux se battre contre lui. Au fond, Kim sait très bien que le moment n'est pas venu pour qu'il se surestime, et encore moins pour qu'il les sous-estime elles. Sans quoi il va crever sans l'ombre d'un doute. Combien de temps ça fait qu'il n'a pas usé de son électricité? Qu'importe! Kim venait de dévoiler son infini pouvoir et se rua vers les araignées. Dans le groupe d'expédition, personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Dans l'incompréhension de la situation, l'on interpelle la commandante. Les bombes ont été installées. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour les faire péter alors? Ils s'en chargent. Kim avait terminé son assaut. John Young hurle à notre héros de revenir vers eux. Ils ont réussi à créer une sortie. Mais en un éclair, il arrive en contact de sa commandante. Il la poussa violemment de son épaule en direction de la sortie avant de faire un bond pour esquiver l'assaut de l'une des araignées. Agrippant l'arme que John Young a lâchée des suites de l'impact, il s'en servit comme un point d'appui pour balancer un violent coup de pied contre la paroi au-dessus de la sortie, laquelle s'effondra devant le groupe d'exploration. Personne ne comprenait réellement ce qu'il se passait. John Young lui demande en hurlant ce qu'il fait. Mais Kim lui répond calmement qu'il est impossible de fuir une araignée de l'enfer. Qu'ils avancent sans lui. Ils se retrouveront à la sortie. Les pierres retombées, la deuxième équipe d'exploration restait silencieuse. De l'autre côté, Kim était prêt à faire front aux deux araignées. Il demande à ces dernières si elles se foutent de sa gueule. Quelle bande d'araignées de merde. Alors comme ça, elle pense avoir gagné. De son point de vue, il vient juste de se débarrasser de poids mort. En tout cas, il ne semble pas comprendre ce qu'il se passe. Ils vont s'amuser un peu. Ouverture de la porte. De ce combat, seul Naga triomphera. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'on commence encore une nouvelle série, mais promis, la prochaine sera une suite. Si mon contenu vous plaît, uniquement si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon, je vous mets le lien en description. Sur ce, c'était Solstice, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.